prendre, donc on va continuer. Donc je vais mettre tout l'écran. Voilà, partager. Écran. OK. Voilà. Donc, est-ce que vous avez l'image à l'écran? Vous pouvez me confirmer? Oui, on a monsieur. Très bien. Donc, juste, je reprends un peu ce qu'on a fait la dernière séance sur la machine sur le moteur universel. Donc, on avait fait une bonne partie. Donc, il reste à expliquer un peu comment on change le sens de rotation. Donc là, on montre comment on fait le branchement. Donc, je rappelle que ça, c'est le stator. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est le stator. Donc, ça, c'est le rotor. Donc là, ça, c'est le circuit inducteur et l'induit. Donc, l'induit, je rappelle que c'est une bobine comme ça. D'accord? C'est l'équivalent d'une bobine comme ça. Donc, on alimente la machine à courant continu. Donc, on met du courant ici. Donc, le courant ici, IA. Donc, la machine, vous voyez bien que l'inducteur, donc ça, c'est le pôle nord du stator et ça, c'est le pôle sud. Donc, l'enroulement inducteur, il est en série avec l'induit. Voilà. Donc, maintenant, comment faire pour changer le sens de rotation? C'est ça la question. Change de rotation de la machine. Bon, on va voir ici qu'il suffit de verser le branchement. Donc, je peux, alors regardez ici, j'ai débranché donc l'induit, l'enroulement d'excitation. Donc, ici, il commence par 1. Après, donc, là, et l'induit, c'est 2 et 3. Donc, c'est les connexions 2 et 3. Et les deux enroulements de l'inducteur qui doivent être en série, c'est 1 et 4. Donc, je peux brancher comme ça. Donc, 1 et 2. D'accord? Donc, le courant va passer par là. Donc, 1, 2. Donc, sortir par 3. Et voilà. Donc, là, j'ai un sens de rotation. Le courant fait ça. Donc, il circule par là. Donc, il remonte par là. Il sort par l'induit. Donc, il rentre dans le circuit inducteur et il ressort par là. Donc, le courant, il fait ça. Donc, ça, c'est une possibilité de branchement pour avoir un sens de rotation. Maintenant, si je veux avoir le sens de rotation inverse, donc je change le branchement. Donc là, je vais changer de branchement. Donc, je vais supprimer ça. D'accord? Donc, j'inverse donc les sens. Donc, je vais brancher comme ceci. Non, c'est pas ça. Donc, pointeur laser. Non, c'est pas le pointeur laser. Excusez-moi. Le stylet. Donc, je vais brancher 1 avec 3. Voilà. Donc, comme ça. OK. Et 4 avec 2. Voilà. Donc, le courant, ici, vous voyez qu'il s'inverse. Donc, voilà. Il va passer comme ça. Donc, il passe par 2, et puis par 3, et puis par 1, par 1. Donc là, ça permet de faire l'inversion du sens de rotation. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le sens du courant dans le flux inducteur et dans l'induit. Donc là, ça permet de changer de sens de rotation. Donc ça, c'est très important. D'accord? Donc voilà. Donc là, ça, c'était 1 et 2 tout à l'heure. Donc ça, on peut brancher comme ça, comme on peut brancher comme ça. C'est-à-dire, on inverse les enroulements induits et inducteurs. On inverse le sens de branchement entre les enroulements induits et inducteurs. Donc voilà comment on fait pour changer de sens de rotation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point particulier avant de passer à autre chose? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, est-ce que tout le monde a bien compris? Très bien. Donc, on va avancer. Donc, là, je vous donne des schémas de moteur universel. Donc là, vous voyez, donc là, c'est une coupe
d'un moteur universel de petite puissance. Donc, vous voyez que le stator, il est là. Donc, voilà, donc ça, c'est les enroulements d'excitation. Donc là, c'est la vue de face, et là, c'est la vue de derrière, la vue de gauche. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est l'enroulement d'excitation, ici. Donc, c'est ça. Donc, les enroulements d'excitation. Donc, ça, c'est l'induit. Donc, c'est le rotor. Voilà. Donc là, il y a ce type de machine. D'accord? Comme il y a ce type de machine où c'est en U. Donc, où le circuit magnétique du stator, il est en U et vous avez ici une bobine, une seule bobine. Donc, elle crée le flux comme ça. Donc, le flux est créé comme ça. D'accord? Voilà. Donc, le flux est créé comme ça dans la machine. Voilà. Donc, là, comme ça, il se referme là, il se referme ici. Donc, la machine, elle crée un flux et vous avez le rotor, donc qui voit donc là c'est armature winding, c'est-à-dire c'est l'enroulement du rotor. Donc vous avez ces deux types de machines, soit donc on met des pôles classiques, ici regardez ici, donc là vous voyez, donc là les pôles statoriques sont comme ça, voilà, c'est ça les pôles statoriques, vous voyez les pôles statoriques. Donc voilà, il est là le pôle nord et voilà le pôle sud. Voilà les pôles. Donc si je vous représente, voilà le pôle. Voilà le pôle. Voilà. Le pôle nord et là le pôle. Voilà, pôle nord et pôle sud. Et ça, c'est les enroulements d'excitation. Donc vous avez un enroulement et un deuxième enroulement ici. Voilà, qui sont en série et bien sûr en série avec l'induit. Et comme vous avez aussi cette configuration où vous avez un circuit magnétique en U, donc vous voyez, voilà le circuit magnétique, et vous avez une seule bobine, donc la bobine elle est là, et le retour il est là, d'accord? Donc, et ça, elle crée un champ magnétique comme ça, voilà. Donc ça, c'est deux types de construction de moteurs universels qu'on retrouve dans la plupart des petites applications électrodomestiques. Voilà donc le principe du moteur du moteur à collecteur, hein, ce qu'on appelle le moteur série. Donc je rappelle moteur universel. Donc on l'appelle moteur universel parce que c'est un moteur à collecteur, donc type machine à courant continu qui est alimenté en alternative. Donc il peut fonctionner aussi bien en continu qu'en alternative. Mais cette appellation, elle est trompeuse quand on dit moteur universel. Donc, c'est un peu trompeur parce qu'on peut penser que le moteur universel, on peut le faire fonctionner en courant continu, en courant alternatif. Mais en fait, il est conçu, le moteur universel est conçu, on l'a bien vu, pour travailler à courant alternatif. Donc, sa conception, son design, il est fait pour travailler à un courant alternatif. Et on a vu, la dernière fois, on a vu que le design est fait en sorte à améliorer le facteur de puissance. D'accord? Donc, on a vu comment le constructeur, c'est un moteur où pratiquement tout est à l'induit. D'accord? On vous rappelle la dernière fois, donc on avait expliqué ça. Donc, c'est un moteur, hein, voilà, on avait dit que donc il est tout à l'induit. Voilà, donc maintenant on va passer. Alors, les utilisations. Donc, il est utilisé, le moteur universel est utilisé principalement dans les appareils électroménagers et les outils électroportatifs de faible puissance, par exemple comme dans les perceuses, etc. Donc, il est utilisé surtout pour les applications grande vitesse à faible charge. Donc, par exemple, dans les aspirateurs domestiques, il peut aller jusqu'à des vitesses de 50 000 tours par minute. D'accord? Donc, on a vu la caractéristique couple vitesse. Donc, le moteur universel permet d'atteindre de grandes vitesses. Voilà. Donc, voilà les applications où il est le plus utilisé. Donc, c'est essentiellement dans les appareils électroménagers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les applications électrodomestiques, c'est-à-dire dans le tertiaire. Alors, maintenant, on va voir le moteur asynchrone monophasé. Moteur asynchrone monophasé. Donc, lui aussi, c'est un moteur qui est utilisé dans les applications basse tension, dans le secteur domestique. Alors,
là où on a un réseau monophasé. Alors, donc pour étudier le principe du moteur asynchrone monophasé, donc on va commencer, on va faire un rappel sur le moteur triphasé. Donc là, je représente donc ici donc un rappel donc sur le moteur triphasé. Donc j'insiste ici, donc c'est le moteur. Donc, pour comprendre le monophasé, on passe par le triphasé. Alors ici, j'ai représenté. Alors le moteur asynchrone que vous avez dû donc faire au cours de votre formation de licence. Donc, il est constitué donc au stator par un enroulement triphasé. Donc, vous avez 3 bobines déphasées dans l'espace de 2π/3. Ici, je vous ai représenté pour chaque bobine, chaque phase, elle est représentée dans 3 encoches, enfin, donc 6 encoches, donc 3 encoches aller et 3 encoches retour. Donc, vous avez la phase A, donc vous avez A donc, qui est disposée dans 3 encoches, donc les conducteurs aller et retour. Donc, vous voyez que l'axe magnétique de la phase A, il est là. Donc, c'est-à-dire que si je mets du courant ici, courant aller et retour ici, donc l'axe magnétique, il est horizontal. L'axe de la phase B, il est déphasé. Vous voyez, donc il est déphasé spatialement de 2π/3. Donc, et l'axe de la phase C aussi, il est déphasé spatialement de 2π/3. Donc, vous voyez, voilà, l'axe de la phase B, donc il est là aussi, et l'axe de la phase C, il est là. Voilà, donc le principe. Donc le stator, donc il est constitué de 3 phases, donc 3 phases constituées d'enroulement déphasé spatialement de 2π/3. Donc on a le déphasage ici, donc 2π/3. Voilà. Le rotor, donc, est constitué d'une cage. Donc, c'est un rotor à cage. Donc, vous avez ici, ce sont des barres. Des barres, généralement, soit en aluminium ou en cuivre. Donc, ici, ce sont des barres, d'accord, qui sont court-circuitées par des anneaux de part et d'autre du rotor. Donc, ce sont des barres conductrices, d'accord, court-circuitées par des anneaux. Donc, ce que j'appelle l'anneau, c'est tout ça. C'est tout le pourtour. Tout ça, c'est un anneau qui va court-circuiter toutes ces barres conductrices. Donc, elles sont soit faites en cuivre ou en aluminium. Alors, le principe du moteur asynchrone, donc déjà, c'est le principe. Donc, le stator, quand vous alimentez, on alimente le stator à courant alternatif. Et au niveau du stator, vous avez un champ tournant. On va expliquer le principe du champ tournant. Donc là, quand vous alimentez avec des courants alternatifs. Dans chaque phase, donc, vous mettez un courant IA, donc, qui est un courant sinusoïdal, donc de la forme I max cosinus oméga t, et bien sûr IB, IC sont déphasés de 2π/3. Alors ici, dans l'espace, c'est-à-dire si je fixe le temps, c'est-à-dire à t égale 0, je vais regarder la cartographie du courant dans les enroulements du stator. D'accord? Donc, si je mets IT égale 0, à t égale 0, à un instant particulier, donc je fixe le temps, instant particulier à l'origine, à t égale 0, vous voyez bien que le courant dans les enroulements de la phase 1, c'est égal à I max, puisque t égale 0. Les courants dans la phase B, c'est égal à moins I max sur 2. Et le courant dans la phase C, la même chose, c'est égal à moins I max sur 2. Donc, il suffit de remplacer T par 0 ici. Donc, vous avez ici IB, c'est I max cos 2π/3. Cos 2π/3, c'est moins n², donc moins I max sur 2. Et ici, cosinus moins 4π/3. Cos moins 4π/3, c'est moins n², donc moins I max sur 2. Donc, ici, on voit que dans la phase A, le courant est le double dans les phases B et C. Donc, toujours à cet instant particulier, le courant dans la phase dans la phase A, il est égal à 2 fois le courant dans la phase B. Et les courants dans la phase B et C, il est en sens inverse que dans la phase A. Donc, si je représente ici, regardez, le courant dans la phase A, il est égal à I max, et il vaut le double. Donc, j'ai mis 2 unités, donc c'est comme si j'ai 2 courants, vous voyez, 2 courants aller et retour, qui vaut I max. Dans la phase B,
le courant, il vaut la moitié du courant dans la phase A. Donc, j'ai mis donc une unité, une demi-unité, enfin une unité, ici 2 unités. Donc, puisque le courant, il est négatif, donc le courant négatif, donc dans le retour, dans le moins B, c'est-à-dire dans l'encoche de retour, le courant, il est sortant, puisqu'il est négatif. D'accord? Donc ici, c'est très simple. J'ai mis une convention. Donc ça, c'est la phase aller. Donc, pardon, ça, c'est la phase donc, aller, retour. Comme le courant est positif, donc on voit le courant sortant ici. D'accord? Donc j'ai mis par convention, quand je mets plus A, c'est le courant sortant. Et moins A, c'est courant rentrant. Et comme le courant ici, il est positif, donc il sort par là, il rentre par là et il sort par là. Ici, comme le courant, il est négatif, donc il rentre par B et il sort par moins B. La même chose, le courant dans la phase C, donc de manière similaire que la phase B, donc il rentre par les encoches C, c'est-à-dire les encoches C, il rentre par C parce qu'il est négatif, d'accord, et il sort par les encoches moins C. Voilà. Donc si on regarde au total, donc vous avez, regardez ici, donc on voit bien que le courant, l'amplitude du courant statorique, si je veux, le courant statorique ici, il est maximal ici, c'est-à-dire son amplitude elle est maximale, le courant statorique total, et il est minimal, donc il vaut 0 ici, puisqu'il n'y a pas, donc ici regardez, il vaut Imax, et moins Imax ici, donc vous voyez qu'il est, et il est nul ici. Donc cet enroulement étant alimenté par des courants, donc ici rentrant, sur toute la circonférence, la demi-circonférence, et sortant par là, donc vous avez l'équivalent d'une bobine. Donc vous avez une bobine qui va de là jusqu'à là et de là jusqu'à là. Donc cette bobine va créer une induction B dans l'entrefer, dans le rotor, qui a cette direction, puisque vous avez les courants sont rentrant, et sortant ici. Donc vous avez l'équivalent d'un solénoïde, d'une bobine, qui va créer une induction dans ce sens-là. Donc, l'induction BS, elle est dans le sens de la phase A. Donc, à l'instant T égale 0, les 3 phases de la machine vont créer une induction dans le sens parallèle à l'axe de la phase A. C'est-à-dire que si vous êtes ici au stator, vous allez voir ici une induction qui va rentrer au stator. C'est-à-dire vous allez voir comme si vous allez voir donc ici un aimant de pôle sud ici, puisqu'il va y avoir une induction rentrante et une induction sortante par là, donc un pôle nord. Donc c'est comme si vous avez ici un pôle sud et là un pôle nord au niveau du stator, puisque là l'induction elle rentre et là elle sort. Voilà, donc l'induction elle fait ça et elle fait le tour. Maintenant si je prends un autre instant, au lieu de prendre oméga t égale 0, l'instant suivant, c'est-à-dire je vais prendre oméga t égale à 60 degrés, c'est-à-dire 60 degrés, l'équivalent de 60 degrés. Qu'est-ce qu'on constate? À oméga t égale 60, c'est-à-dire je remplace ici oméga t par 60, donc cosinus 60 c'est 1,5, et ici cosinus 60 moins 120 c'est moins 60, donc c'est 1 moins 1,5. Donc on va trouver, voilà, que IA égale à IB égale Imax sur 2, et ici également Imax. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace, donc IA et IB sont positifs, et ils valent donc 2, une unité. Donc, ici, je vais mettre IA sur 2, donc là, moins IA sur 2. Donc, l'aller de IA, il est là, le retour, il est là. La même chose, dans la phase B, tu fais pareil. Donc, vous voyez, donc la phase B, c'est comme la phase A. Donc, aller, donc les allées sont là, et le retour sont là. Donc, pareil, pour la phase C, elle conduit le double du courant, elle conduit 2 unités de courant, puisque j'ai mis unité élémentaire, c'est Imax sur 2. Donc, 2 unités de courant par rapport à la phase A et B, et dans le sens inverse. Donc, je vais donc inverser. C'est-à-dire, le courant, il sort par moins C, et il rentre par plus C. On voit que la bobine qu'on avait tout à l'heure qui était là, regardez la bobine qui était là, la bobine là et là, qui avait son axe magnétique
calée sur l'axe de la phase A, on voit que cette bobine, elle s'est déplacée dans ce sens-là. C'est-à-dire que son axe magnétique, il est décalé de 60 degrés. C'est-à-dire à oméga t égale 60, donc vous avez l'axe de l'induction totale dans l'entrefer de la machine, donc dans toute la machine, créer l'induction statorique, elle s'est déplacée de 60 degrés. Et ainsi de suite. C'est-à-dire si j'augmente le temps, si je vais à un autre temps, on voit que finalement cette induction, elle est tournante. Donc on voit que finalement, on a créé l'équivalent d'un champ tournant. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais créé un aimant sud ici, au niveau du stator, donc l'aimant sud collé au stator, et ici nord, qui tourne à une vitesse oméga S. Donc vitesse oméga S, ou la oméga T. D'accord? Oméga T, donc oméga, c'est la fréquence statorique, la pulsation statorique. Donc voilà comment on voit graphiquement le principe du champ tournant créé par 3 bobines triphasées. Donc vous voyez que quand on a, donc ici conclusion, donc quand on alimente 3 bobines, d'accord, 3 bobines spatialement décalées dans l'espace de 2π/3 par un système de courant triphasé, un courant triphasé déphasé dans le temps du même déphasage, c'est-à-dire 2π/3, c'est-à-dire quand vous avez le décalage spatial des bobines égal au décalage temporel des courants d'alimentation, vous avez création d'un champ tournant. Donc je rappelle ici, vous avez le décalage spatial, c'est-à-dire que les axes des bobines sont dans l'espace. Donc j'insiste, les axes des bobines. Les bobines sont placées spatialement, déphasées les unes par rapport aux autres de 2π/3. Alors quand vous avez ça et vous les alimentez par un système de courant triphasé, déphasé dans le temps du même déphasage, c'est-à-dire 2π/3, le résultat c'est que vous avez donc un champ tournant dans la machine qui tourne à la fréquence ou à la pulsation d'alimentation des courants qui est égale donc ici à oméga, enfin oméga S, oméga statorique. Donc on a un champ tournant. Ce champ tournant, donc en tournant, dans l'induit, donc dans le rotor, puisqu'il y a des enroulements dans le rotor, ce champ tournant va induire des FEM, des forces électromotrices. Donc, ces forces électromotrices. Donc finalement, l'histoire, donc voilà, donc tout à l'heure j'ai parlé, voilà, tout à l'heure j'étais en train d'expliquer, donc voilà. Donc vous avez chaque bobine, dans chaque phase, vous avez une force magnétomotrice, donc NI, cosinus θ, donc on va dire qu'elle est répartie sinusoïdalement. Donc, quand vous avez la répartition spatiale des bobines qui est donc sinusoïdale et déphasée dans l'espace, chacune l'une par rapport à l'autre de 2π/3, quand vous les alimentez par un système triphasé dans le déphasage temporel, donc on voit que le déphasage temporel égale au déphasage spatial, donc on a, voilà, la FMM totale, elle est sinusoïdale et donc c'est l'équivalent d'un champ tournant. Donc on a créé un champ tournant dans la machine. Donc là, bon ici, je reprends ici. Donc le champ tournant, donc le fait que vous avez créé un champ tournant au stator, au rotor, donc vous avez donc ici des barres conductrices, voilà, ainsi de suite, tac, 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 tac. Donc là, des barres conductrices court-circuitées. Dans chaque barre, donc voilà les barres conductrices, voilà, donc voilà les barres conductrices, voilà. Donc elles sont tout autour, elles sont sur tout le pourtour du rotor. Ces barres conductrices, donc elles voient donc un champ qui tourne à une fréquence ou à une pulsation, une vitesse oméga S. Ces barres conductrices au rotor, donc qu'est-ce qu'elles vont? Elles vont voir donc un champ variable, puisqu'elles sont au départ, elles sont fixes. Donc voilà les barres, d'accord, et ainsi de suite. Donc vous avez ces barres qui sont conductrices au niveau du rotor, donc elles vont être le siège de FEM
c'est-à-dire de force électromotrice. Donc voilà, une barre, une barre, une barre. Donc vous avez un ensemble de barres au rotor qui sont court-circuitées, c'est-à-dire qu'elles sont reliées entre elles, comme ça, reliées entre elles par un anneau, de part et d'autre. D'accord? Voilà l'anneau qui les relie. Voilà. Voilà, je me concentre pour faire un bon cercle. Voilà. Donc, ces barres conductrices, donc, elles voient au stator un champ comme ça, tournant. Donc, une barre, donc, elle voit un champ variable. Dans chaque barre, donc, il va y avoir création d'une petite FEM qui est égale à moins dφ sur dt. D'accord? Puisque cette FEM, donc, vous allez avoir une FM. Alors, comme les barres sont reliées entre elles, donc elles sont en court-circuit. Donc c'est comme si que chaque barre, donc alors je peux représenter ici les barres. Donc les barres, vous avez une barre ici, la deuxième elle est à côté, une deuxième barre, troisième barre, et vous avez donc voilà la nème barre. D'accord? C'est-à-dire si je fais une représentation développée linéaire, représentant développée linéaire, donc elles sont bien sûr reliées entre elles comme ça. Donc, les barres, elles sont reliées entre elles comme ça, d'accord, etc. Donc, la dernière barre, par exemple, elle est là, etc. Voilà, et elles sont toutes court-circuitées par un anneau. Voilà, d'accord. Donc là, voilà. Donc, elles sont toutes reliées par un anneau comme ceci. Donc, voilà, là c'est 1. Normalement, c'est comme ça. Voilà, et ça c'est comme ça. Donc, elles sont toutes reliées comme ça. Voilà. Voilà, donc, vous voyez que chaque barre, c'est l'équivalent d'une résistance et d'une self. Donc, d'une résistance et d'une self. Chaque barre, c'est l'équivalent d'une résistance, une self. Voilà. Une résistance et une self. Les barres, au niveau du stator. Donc, le fait qu'elles voient un champ alternatif, un champ variable, donc ici, donc elles sont court-circuitées entre elles toutes. Donc ici, la même chose. Par une self, donc c'est l'équivalent. Une self, voilà. Je peux représenter chaque élément ici. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Par l'équivalent d'une résistance et d'une self. Donc, la même chose ici. Résistance, petite self. Résistance, petite self. Chaque chemin, c'est l'équivalent d'une résistance et d'une self, etc. Donc, vous voyez que dans chaque barre, donc les courants induits, donc il y a des courants induits qui vont circuler comme ça. Donc, ils vont circuler comme ça. Voilà, donc il y a un courant qui va passer par là, un courant là, un courant là. Ils vont se refermer ici, ici. Donc, ils vont faire le tour. Les courants vont se rejoindre ici. Ils vont faire le tour et ils vont circuler dans la machine. Donc, on voit que dans chaque bobine élémentaire, vous avez la FEM moins dφ sur dt, d'accord, vous avez égal à RI, puisque vous avez, d'accord, la FEM induite est égale, donc, puisque la FEM induite, donc, elle va être égale à RI, d'accord, puisqu'elle est en convention générateur, normalement, c'est moins RI, moins L, DI sur DT. D'accord? Donc, vous allez avoir, OK, donc ça, c'est la FEM induite par donc là, c'est dφ S sur dt, par le flux statorique, qui est créé par l'induction statorique du champ tournant. Donc, vous allez avoir, donc là, c'est le rotor, donc ça, c'est la résistance du rotor, et ça, c'est l'équivalent de l'inductance du rotor. Voilà.
Donc, vous allez avoir, d'accord? Donc, vous allez avoir, donc, et phi S, donc c'est LIS. D'accord? C'est ce que crée donc le rotor. Donc voilà, donc on va appeler ça l'inductance mutuelle. Parce que ça, c'est ce qu'il va voir, c'est l'inductance mutuelle. Donc, vous allez avoir, donc là c'est le courant, vous allez avoir un courant rotorique qui va être créé dans chaque phase de la, dans chaque barre du rotor. Donc, vous allez avoir donc l'équivalent, d'accord? Donc, vous allez avoir donc dans chaque barre, vous avez, donc c'est un circuit, regardez ici c'est un circuit qui est en court-circuit. Donc, vous allez avoir des courants qui vont être créés. Donc, alors, je peux les représenter ici. Donc là, vous allez voir un peu plus clair. Donc, alors, ça, ici, je vous ai représenté, donc là, en développé linéaire, le stator. Et là, vous avez les barres. Donc, chaque rotor, vous avez ici une barre. Donc, voilà, une barre du rotor, etc., jusqu'à la dernière barre. Donc, au niveau donc ça, c'est l'axe magnétique de la phase A. Au niveau du stator, donc vous avez la induction dans notre fer, donc le fameux BS que nous avons vu tout à l'heure, qui est là, il est sur l'axe magnétique à oméga t égale 0. On a vu tout à l'heure qu'à oméga t égale 0, l'induction créée par le stator, elle est calée sur l'axe magnétique de la phase A. D'accord? Cette induction, donc elle est répartie dans l'espace, donc en fonction de θ, dans l'espace comme ça, donc elle est sinusoïdale. Elle va induire au niveau des barres du rotor, elle va induire une FEM qui est aussi sinusoïdale et qui est en phase. Alors pourquoi elle est en phase? Parce que on a E, c'est tout, la FEM c'est VBL, la vitesse fois B fois la longueur. Donc elle est en phase, donc vous allez avoir une FEM induite au rotor. Et comme les enroulements, les barres conductrices au niveau du rotor sont l'équivalent de circuit RL, donc on a vu ici, voilà, que les barres, c'est l'équivalent de circuit RL, de résistance LR et d'inductance RR et LR, donc c'était circuit RL. Donc le courant qui est induit dans chaque barre, il va être décalé d'un certain angle, donc il va être déphasé d'un certain angle, l'angle de déphasage, donc il va être sinusoïdal, donc il est décalé d'un angle, d'accord, en retard, d'accord, puisque ça, c'est la FEM induite, et le courant, il est en retard parce que c'est des circuits selfiques, c'est un circuit RL, l'équivalent d'un circuit RL. Et dans chaque barre, vous voyez que vous avez un courant qui est égal à l'amplitude du courant global, hein, créé par la FEM induite dans le rotor. Donc, vous avez des courants dans les barres. Ce courant-là, regardez, ce courant IR, donc ça c'est le courant induit au rotor, soumis à une induction BS au stator, donc va être le siège d'un couple. Donc, vous allez avoir création d'un couple et la machine va tourner. Voilà. Donc, bon, ça, je passe ça. Donc, voilà le principe de la machine asynchrone. Donc, le principe de la machine asynchrone, donc ça c'est juste pour vous, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails compliqués du moteur asynchrone. Donc là, donc juste pour résumer, pour un peu simplifier, donc le principe c'est quoi? Donc je résume. Donc vous avez le stator, donc vous avez un champ tournant au stator, donc vous avez d'abord champ tournant. Donc l'histoire commence comme ça. Donc vous avez un champ tournant au stator. Ce champ tournant va induire, donc ce champ tournant donc il va y avoir induction d'une FEM au rotor. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle machine à induction aussi.
Cette induction au rotor, puisque les enroulements du stator sont en court-circuit, donc vous avez enroulement au rotor en court-circuit. Donc cela implique que vous avez des courants induits au rotor. Donc systématiquement, vous allez avoir des courants induits au rotor et qui sont déphasés d'un certain angle par rapport à la FM induite. D'accord? Ces courants induits au rotor sont soumis, donc les courants induits au rotor, donc sont soumis à l'induction statorique, l'induction PS. Donc, si ces courants sont soumis à l'induction PS, donc vous allez avoir création d'un couple de rotation. Donc, par l'effet de la force de la place, création d'un couple de rotation. Donc, il va faire tourner. Alors, voilà l'histoire, hein, d'accord? Donc, voilà les effets, cause-effet. Donc, la première donc, cause, donc 1, donc vous avez, on crée un champ tournant stator. Ce champ tournant stator va créer une FEM induite au rotor. 2, puisque les enroulements au rotor sont en court-circuit, donc les enroulements sont en court-circuit, et comme il y a une FEM induite, donc il y a des courants induits au rotor. 3, ces courants au niveau du rotor donc, sont déphasés par rapport à la FM induite et ils sont soumis à l'induction du champ tournant statorique. Donc, ils vont être le siège, d'accord, donc 4. Donc, ces courants vont être le siège d'une force de la place, donc création d'un couple de rotation. Donc, voilà l'histoire de la machine asynchrone. C'est très simple. Alors maintenant, le champ tournant, quand la machine commence à tourner, on a dit que le champ tournant statorique, donc le champ tournant statorique, donc je vais effacer, je vais mettre un peu d'ordre. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'est le départ. Ça, c'est un petit peu pour effacer. Voilà. Stylé. Oui. Alors, le champ tournant statorique. Donc, le champ tournant statorique, il a quelle vitesse? Si j'alimente, alors ici je mets oméga S, c'est mieux. J'alimente les courants statoriques, je les alimente à oméga S. Donc le champ tournant statorique, on a vu qu'il a une vitesse oméga S. Alors quand le rotor, donc il a donc le champ tournant statorique, il a la vitesse oméga S. Le rotor a une vitesse, je l'appelais oméga M, une vitesse mécanique. C'est-à-dire quand il tourne, il a une vitesse mécanique oméga M. Alors, quand le champ tourne à oméga S et le rotor tourne à oméga M, donc les barres conductrices du rotor vont voir un champ variable qui a quelle fréquence, qui a quelle pulsation. Donc les enroulements rotoriques, dans ce cas, vont voir une vitesse, donc c'est-à-dire que la vitesse du champ tournant, le champ tournant statorique vu du rotor, sa vitesse n'est plus oméga S, mais c'est la vitesse relative. Oméga S moins oméga M. C'est ce qu'on appelle donc la vitesse oméga R. C'est-à-dire que finalement, ils vont voir une vitesse relative, donc c'est la vitesse, c'est la pulsation des enroulements rotoriques. D'accord? Donc les enroulements rotoriques vont voir un champ qui va tourner par rapport au rotor à la pulsation oméga S moins oméga M, oméga R.
Donc, ça veut dire que la FEM induite au rotor n'a plus la fréquence oméga S, mais la fréquence oméga R. Ça veut dire que les courants, donc les enroulements, ça veut dire que les courants rotoriques, les courants rotoriques ont la fréquence oméga R. Donc, la fréquence oméga R. D'accord? Donc, la fréquence oméga R. Donc, oméga R, donc, c'est la pulsation des courants rotoriques. Et on appelle, donc, c'est pour ça qu'on introduit, on voit que finalement, oméga R, donc, qui est égal à oméga S moins oméga M. Donc, et on introduit ce qu'on appelle le glissement, c'est le rapport entre la pulsation rotorique et la pulsation statorique, c'est-à-dire oméga R sur oméga S. C'est-à-dire c'est un pourcentage de oméga R. C'est-à-dire c'est oméga S moins oméga M sur oméga S. Donc G s'appelle donc le glissement. Le glissement, c'est-à-dire qu'en fait, le rotor va glisser, donc en tournant à oméga M différente de oméga S, donc il va y avoir un glissement. Et c'est pour ça que le moteur, on l'appelle aussi moteur asynchrone. Donc le moteur, pourquoi on l'appelle moteur asynchrone? Parce qu'en fait, le rotor n'est pas synchronisé, comme dans le cas de la machine synchrone. Le moteur ne tourne pas à la même vitesse que la pulsation du champ tournant statorique. Donc il y a un glissement entre les deux. Donc il y a un glissement entre la vitesse du champ tournant, qui est oméga S, et la vitesse du rotor, qui est oméga M. Donc il y a un glissement entre la vitesse du rotor et la vitesse du champ tournant statorique, contrairement à la machine synchrone où les deux sont synchronisés. C'est-à-dire que le rotor du moteur synchrone tourne à la même fréquence que le champ tournant statorique créé par l'alimentation. Donc, dans le moteur asynchrone, ils sont en asynchrone, c'est-à-dire ils ne sont pas synchronisés. Donc, il y a un glissement. Et ce glissement, il est compté, par définition, c'est le rapport entre la pulsation des grandeurs rotoriques, courant, flux, etc., du rotor, divisé par la pulsation des grandeurs statoriques, qui est oméga S. Donc, là, c'est le glissement. Donc, ça, c'est des choses que vous avez vues, normalement, que vous connaissez. Vous conservez vos... Qu'est-ce que je fais? Conserver. Je vais conserver. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous avez vu en faisant la machine asynchrone. Donc ça, c'est la machine en monophase. Alors, en triphasé, donc vous avez vu, on a vu que en moteur, donc si je trace donc le couple, donc en fonction du glissement, donc le couple, donc ça c'est le couple en fonction donc du glissement, on voit que en moteur, donc tout le monde connaît cette caractéristique, donc c'est une caractéristique qui est comme ça, donc le moteur asynchrone, voilà. Donc ici, oméga G égale 0, c'est-à-dire là où vous avez la vitesse du moteur, elle est égale à la pulsation à oméga S. C'est-à-dire là où il tourne au synchronisme. Donc là, le moteur tourne au synchronisme. Donc ici, vous avez le couple de démarrage. Donc là, vous avez le couple de démarrage. Bon, c'est parti, ça, on laisse tomber. Donc ça, c'est le fonctionnement en frein, en génératrice. Quand vous avez le glissement qui est supérieur à 1 ou négatif, ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous intéresse, c'est quand la machine asynchrone travaille en moteur. Donc là, c'est quand elle travaille en frein et en génératrice. Donc voilà la caractéristique de couple du moteur asynchrone. Donc elle a cette forme-là, donc on appelle ça, c'est le couple. Donc le couple de décrochage ici. Donc ça, c'est le couple de démarrage. Et ça, donc c'est la vitesse de synchronisme. Voilà. Donc voilà la machine asynchrone. Voilà la nature du couple en fonction du glissement à tension nominale et à fréquence nominale. Donc fréquence statorique. Maintenant, on va voir le moteur asynchrone monophasé. Donc, je rappelle ici, le moteur asynchrone triphasé, c'est-à-dire que vous avez, donc c'est quoi? Donc, c'est très important,
l'enroulement du stator est constitué d'un enroulement triphasé. Triphasé, c'est-à-dire 3 bobines déphasées dans l'espace, de 2π/3, alimentées par des courants triphasés, déphasés dans le temps de 2π/3. Donc vous avez déphasage spatial égale déphasage temporel. Et vous avez donc création d'un champ tournant. Ce champ tournant, c'est l'équivalent d'un aimant qui tourne dans la machine et qui va induire des courants au rotor. Et ces courants qui sont induits donc, interagissent avec le champ statorique, donc ils vont être soumis à une force, donc un couple de rotation. Et vous avez un couple de rotation et le rotor, il tourne à une vitesse différente de la vitesse du champ tournant, donc c'est un moteur asynchrone. Et on parle de glissement. Voilà le principe du moteur asynchrone. Triphasé. Maintenant, monophasé. Monophasé, la même chose ici. Qu'est-ce qu'on a? Le monophasé, qu'est-ce qui va différer? C'est qu'au lieu d'avoir 3 phases au stator, j'ai une seule phase. Voilà. Et vous avez le rotor. Donc ça, c'est le stator. Je l'ai représenté par une seule phase, schématisée. Et le rotor, c'est la fameuse cage d'écureuil. Voilà. Donc vous avez les barres. Donc je rappelle que les barres ici, en fait, c'est une représentation ici comme ça. Donc vous avez les barres comme ça. Voilà. Voilà. Donc le rotor, il se referme comme ça. Donc voilà, il faut l'imaginer en 3D, en perspective. Donc voilà. Vous avez donc un rotor avec des barres conductrices court-circuitées par des anneaux, d'accord, de part et d'autre, ce qui fait qu'il peut, donc, s'il y a FEM induit, donc il y a circulation de courant. Donc, maintenant, on va voir le principe du moteur asynchrone. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'on a ce fameux champ tournant. Donc, tout est basé, c'est-à-dire toute l'histoire de la machine asynchrone, donc des machines à courant alternatif, elle est basée sur cette histoire de création d'un champ tournant. En fait, les machines à courant alternatif, c'est quoi l'idée de base? C'est qu'on crée un champ tournant et ce champ tournant va entraîner, va créer donc, une induction qui va interagir avec des courants. Voilà. Donc là, on va voir, est-ce qu'on a un champ tournant quand on a une seule bobine en monophasé. Donc, en monophasé, donc je vais calculer, donc je vais voir la FMM, parce que comment on calcule le champ tournant? On calcule la FMM, c'est-à-dire la force, je rappelle c'est quoi la FMM, c'est la force magnétomotrice. Alors, j'ai une bobine qui est répartie spatialement dans le stator, je suppose qu'elle a une répartition spatiale, sinusoïdale, c'est-à-dire que les enroulements sont répartis sur toute la circonférence de la machine de manière sinusoïdale. D'accord? Donc, elle est représentée par n cos θ. Alimentée donc par un courant sinusoïdal, donc j'alimente en monophasé, avec une alimentation monophasée, donc vous avez un courant sinusoïdal. Donc, la FMM, donc ici on voit la force magnétomotrice, c'est NI, comme N il est réparti sinusoïdalement, donc n cos θ, et I, c'est sinusoïdal. Donc, NI, c'est NI max cos θ cos oméga t. Alors, là, un peu de trigonométrie simple. Donc, cosinus A fois cosinus B, c'est n demi de cos A plus B plus cos A moins B. Donc, θ oméga t. Donc, je divise le produit des cosinus en somme de cosinus de la somme plus cosinus de la différence. Voilà. Et je rappelle que le champ tournant, l'expression du champ tournant, on a dit tout à l'heure, voilà, l'expression du champ tournant, voilà, rappel, voilà, et attention, tac, voilà. Voilà. Un champ tournant, il a cette forme-là. Donc la FMM totale, donc elle a cette forme-là. C'est-à-dire en cosinus θ moins, plus ou moins, c'est-à-dire moins oméga t ou plus oméga t, ça dépend du sens de rotation. Donc, quand vous avez une forme comme ça veut dire que vous avez un champ tournant. C'est-à-dire quand la FMM a cette forme, c'est-à-dire un courant fois cosinus, donc θ, position moins ou plus oméga t, c'est l'expression typique du champ tournant. Voilà. 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 Donc là, quand je divise en deux, qu'est-ce que je constate? Je constate en fait que je n'ai pas un champ tournant, j'ai en fait 2 champs tournants. Donc quand j'alimente la machine en monophasé, j'ai une seule bobine,
c'est-à-dire une bobine alimentée en monophasé, en sinusoïdal. Je n'ai plus un champ tournant, mais j'ai deux champs tournants qui tournent dans deux sens inverses. Donc, vous voyez, donc voilà, ça c'est un champ tournant qui tourne à plus oméga t. Je le représente ici. Donc, il tourne à plus oméga t. Et vous avez un deuxième champ tournant qui tourne à moins oméga t. Donc, voilà, moins oméga t. Donc, on le voit, si je prends le cosinus, je fais une représentation complexe, en utilisant les complexes, la FMM équivalente complexe, c'est-à-dire, ça c'est quoi? En fait, ça c'est ce que j'ai appelé donc F11, F11, et ça c'est F12. Hein? Donc, c'est la FMM créée par le champ tournant donc ça c'est la FMM qui correspond au champ tournant qui tourne à plus oméga, et celle-là qui tourne à moins oméga. Alors, si je fais ça une représentation complexe, il suffit de dire que vous faites, regardez, que F11, qu'est-ce que c'est que F11? C'est partie réelle du nombre complexe F11, c'est tout. C'est juste une représentation pratique pour représenter les grandeurs cosinus. Donc, ici, vous avez cosinus x. Donc, je peux dire que cosinus x, donc c'est partie réelle. Regardez, cosinus x, je peux dire que c'est partie réelle de exponentielle jx. D'accord? Et je vais travailler avec les nombres complexes. C'est pratique. D'accord? Donc, vous voyez que donc ça, F11 et F12. F12, c'est un nombre complexe. Pardon. Voilà. Ça, c'est un truc que les électriciens utilisent beaucoup, les nombres complexes, parce que c'est pratique. Donc, F12, pareil, c'est partie réelle du nombre complexe F12 donné par Ni max sur exponentielle J θ moins oméga t. Donc, c'est ça. Donc, ça donne ça. Donc, et je représente donc ce nombre complexe, donc je le représente par un vecteur complexe dans l'espace. Dans l'espace, donc ici, ça c'est l'axe qui correspond à θ égale 0, c'est là où j'ai θ égale 0, d'accord? Je me fixe à l'axe magnétique où θ égale 0 dans la machine, d'accord? Position, je prends une position particulière, je l'appelle, c'est la position de référence de θ égale 0. Et donc, je fixe, donc, et je vois que, en fait, la FMM, donc la FMM 1,1, donc la FMM F1, 1,1, qui est égale à cos θ plus oméga t. Donc, vous voyez que c'est θ plus oméga. Vous voyez, high plus oméga t. Donc, ça, c'est l'angle oméga t. Donc, vous voyez qu'avec le temps, je fais évoluer le temps. Donc, vous voyez que vous avez un champ tournant. Ce vecteur complexe, il tourne à la vitesse plus oméga. Et F12, c'est aussi un vecteur, donc vecteur champ tournant, qui est vitesse moins oméga. Donc, on voit que quand vous avez une bobine monophasée, donc une monophasée alimentée en sinusoïdal, il vous crée non pas un champ tournant, deux champs tournants. Ces deux champs étaient à F1, oui, F1, là où il est en rouge, la somme 1,1 plus F1,2. Donc, c'est la somme vectorielle. Donc, je fais ça, plus ça, je trouve ça. D'accord? Donc, on voit que F1,1 tourne et F1,2 tourne. Qu'est-ce que vous avez? La résultante, elle aussi, dans cet axe. Donc, vous allez regarder. Donc, F1,1 tourne. Une fois là, il est là, il est là, et F1,2, il fait là. Donc, les deux, il faut, on tourne en sens inverse, et leur résultat, c'est qu'on voyait que sur l'axe θ égale 0, on est en bas. Donc, voilà, comme ça.
Donc, donc c'est plus le champ tournant, donc le champ résultant. D'accord? Parce que c'est qui est aussi sur un axe. Donc, il ne tourne pas. Donc, s'il ne peut pas créer, donc il ne peut pas provoquer, il ne peut pas créer un couple de rotation dans un sens. D'accord? Alors, on peut le voir aussi simplement. On se dit, tiens, vous avez deux champs tournants. Chaque champ tournant va induire, ce champ tournant va induire au rotor des courants dans un sens, et ce champ tournant dans le rotor va induire des courants dans l'autre sens. Ce qui fait que les deux champs tournants vont créer des couples opposés. Ce qui fait qu'un résultat, le couple résultant à l'arrêt, elle ne peut pas tourner. Donc, vous voyez que dans le moteur A5 monophasé, donc monophasé, vous n'avez pas de champ tournant, vous avez un champ pulsion, qui ne peut pas tourner. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Hein? Oui? C'est très clair. Eh bien, tant mieux. Bonsoir. D'accord? Donc, cette histoire donc, de champ pulsion, c'est très important. Donc, vous voyez que donc là, parce que en fait, je n'ai pas la condition où le déphasage spatial égale au déphasage temporel. Donc, il n'y a pas de champ tournant, il y a un champ pulsant. Ce champ pulsant ne tourne pas dans la machine. C'est-à-dire que ce n'est pas un champ qui va tourner comme ça dans la machine. Donc, il va rester comme ça, fixe, et il va pulser. Donc, il ne peut pas induire, donc il ne peut pas créer un couple de rotation dans la machine. Voilà l'idée de base. Donc, ça veut dire que le moteur asynchrone, monophasé, ne peut pas, comme ça, vu comme ça, ne peut pas démarrer. D'accord? Alors, on va se dire, tiens, maintenant, si, par exemple, je viens, moi, de l'extérieur, je prends le rotor, je le pousse avec ma main, je le fais tourner dans un sens. C'est-à-dire, je le fais tourner dans ce sens-là. C'est-à-dire, je vais lui... Imaginons que je vais de l'extérieur, par exemple, je fais avec ma main, je vais tourner le rotor dans ce sens-là. Par exemple, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai favorisé ce champ par rapport à ce champ. Donc, c'est comme si que j'ai accroché le rotor sur ce champ tournant. Donc, le rotor va s'accrocher à ce champ tournant et il va tourner avec lui. Et ce champ tournant va créer un couple dans l'autre sens, d'accord? Mais la machine va tourner quand même. Parce que le rotor, je lui ai favorisé, je lui ai donné ce sens-là par un moyen externe. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que si je donne un petit coup de l'extérieur, un petit coup au rotor, je vais l'aider à démarrer dans ce sens-là, et bien je vais accrocher le rotor sur ce champ tournant. Si je le fais tourner dans l'autre sens, la même chose, je vais accrocher le rotor sur ce champ tournant, il va tourner dans ce sens-là. Donc ça veut dire que pour faire tourner le rotor, il faut trouver un moyen de favoriser un champ tournant par rapport à l'autre, par un artifice. Donc un artifice de démarrage. Et on va voir comment créer cet artifice qui va permettre de favoriser un champ par rapport à l'autre de telle manière que le moteur puisse tourner. Donc c'est ça l'idée, hein, le défi, le challenge dans le moteur asynchrone monophasé. Donc il faut une astuce qui permette de faire tourner, d'accrocher le rotor à un champ par rapport à l'autre. Donc là, je rappelle tout à l'heure, on peut voir simplement, tout à l'heure ce que j'avais dit que en fait, le couple, j'ai oublié, donc ça veut dire que le couple créé par le premier champ tournant, donc ça veut dire que le moteur asynchrone monophasé, je peux le schématiser de manière sommaire, hein, de manière simple, comme si vous avez deux moteurs asynchrones qui partagent le même rotor. En fait, deux moteurs asynchrones triphasés, enfin deux stators triphasés,
qui partagent le même rotor, mais dans deux sens différents. Donc, dans le premier champ tournant, va vous créer un couple comme ça en bleu positif, mais l'autre champ tournant va vous créer un couple négatif. Ce qui fait que la résultante, donc vous allez avoir un couple, d'accord, un couple qui, au démarrage, est nul. Mais une fois que vous avez... Mais regardez, mais pas dans toutes les vitesses. C'est très important. Regardez. Vous voyez que le champ tournant, celui-là, F11, il est dans un... donc ce champ tournant, il vous crée un couple type de machine asynchrone triphasée comme ça, en bleu. Ce champ tournant, F12, lui, il est dans l'autre sens, négatif. Il va vous créer un champ tournant négatif, comme ça. Voilà. D'accord? Donc, c'est symétrique, négatif par rapport à celui. En fait, ce n'est pas symétrique comme ça, parce que lui, il tourne dans l'autre sens. C'est un champ tournant dans l'autre sens. D'accord? Regarde, ce moteur, ce champ tournant, ça, c'est un champ qui tourne à oméga S, et celui-là, il tourne à moins oméga S. Et supposons que le rotor, je lui ai donné un petit coup. Il tourne à la vitesse oméga M comme ça. Le glissement pour celui-là, G1, c'est oméga S moins oméga M sur oméga S. Mais pour celui-là, le glissement G2, c'est quoi? C'est moins oméga S moins oméga M sur moins oméga S. Parce que dans la où il tourne à moins oméga S. J'applique la formule du glissement. C'est la pulsation la vitesse du stator moins la vitesse du rotor sur la pulsation du stator. Donc, comme celui-là, c'est moins oméga S. Donc, vous voyez que G2, c'est égal donc à oméga S plus oméga M sur oméga S. Et celui-là, c'est oméga S moins oméga M sur oméga. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord? Voilà. Donc voilà, c'est pas ça, c'est pas la symétrique par rapport à l'axe physique, ça, d'accord? Voilà, c'est ça le monde. Donc on est là. Donc là, on est quand G est supérieur à 1. Vous voyez que là, le glissement, il est supérieur à 1 pour G2. G2, c'est égal à quoi? C'est 1 plus oméga M sur oméga S. Supérieur à 1 pour celui-là. Et G1 est égal à 1 moins oméga M sur oméga S. Il est inférieur à 1. D'accord? C'est ce qui fait que vous avez, pour le bleu, je suis entre 0 et 1, le glissement monte 0 et 1, mais pour le rouge, pour l'autre champ tournant, je suis à G supérieur à 1, c'est-à-dire entre 1 et 2. Et entre 1 et 2, la forme, elle est comme ça. Donc vous avez, le couple, il est créé comme ça. Donc, mais au démarrage, les deux amplitudes sont égales. Ce qui fait qu'au démarrage, le couple résultant, il est nul. Donc la machine ne peut pas tourner. Mais si je lui donne un petit coup, je favorise un champ par rapport à un autre, soit par là ou par là, vous voyez que je favorise le bleu. Si je fais un petit coup, je fais tourner la machine à droite, je favorise le bleu par rapport au violet, et donc je vais avoir un couple. Donc le moteur va démarrer. Si je favorise l'autre champ tournant, c'est-à-dire la courbe violet par rapport à la courbe bleue, la machine, elle va tourner aussi dans le sens contraire. Donc l'idée de base pour le moteur enseignant, c'est de trouver une idée, une astuce, un artifice au démarrage seulement qui permet de lancer le moteur dans un sens par rapport à l'autre pour l'accrocher sur un champ tournant par rapport à l'autre et il va démarrer. Est-ce que vous avez bien compris cette histoire? Parce que tout est là. D'accord? Est-ce que vous avez compris que, en fait, quand je fais la somme des couples fictifs, c'est-à-dire ça, c'est comme si vous avez une machine triphasée et une deuxième machine triphasée, mais qui tourne à des vitesses, mais dont les champs tournants tournent dans des sens différents, opposés. Donc, pour le rotor, à une vitesse donnée, regardez, à une vitesse donnée, si vous êtes là, si le rotor il tourne à cette vitesse,
il va voir un champ tournant qui va lui créer un couple qui vaut ça, et un champ tournant inverse qui va lui créer un couple qui vaut cette valeur-là. Mais cette valeur, elle est supérieure à cette valeur, ce qui fait qu'il peut continuer à tourner. Mais au démarrage, les deux sont nuls. Les deux sont égales, pardon. Les deux couples, le couple de démarrage avec le premier champ tournant et le deuxième champ tournant sont opposés, ce qui fait qu'il ne peut pas démarrer. Mais il suffit donc de le lancer par un moyen extérieur, et si vous le lancez par un moyen extérieur, c'est-à-dire si vous augmentez sa vitesse par un autre artifice, par un moyen externe, le moteur va sortir de ce point-là de démarrage, il va être là. Donc, et là, il y a la différence entre les couples et les deux couples opposés ne sont plus égaux, donc il y a un couple qui va l'emporter par rapport à l'autre et la machine peut démarrer. Voilà donc l'idée. Maintenant, la technique, c'est de trouver un moyen technique, enfin l'idée maintenant, c'est de trouver un moyen technique, un artifice technique qui permet de favoriser, de lancer le moteur asynchrone dans un sens de rotation. Alors, je reprends ici. Maintenant, reprenons un moteur constitué, au lieu d'avoir un moteur monophasé, c'est-à-dire constitué d'une seule phase, on va essayer de voir une alimentation biphasée, parfaitement diphasée, c'est-à-dire vous avez deux phases, voilà, donc vous avez une phase et une deuxième phase parcourue par des courants déphasés de pi sur 2, c'est-à-dire vous avez une phase et une deuxième phase décalée spatialement de pi sur 2. Donc ici, on fait la même chose qu'en triphasé, c'est-à-dire en triphasé, j'avais dit qu'on avait trois phases déphasées dans l'espace de 2 pi sur 3. Donc ici, on va faire le même principe, c'est-à-dire on va prendre deux phases, d'accord, on est en diphasé, deux phases disposées spatialement pi sur 2 l'une par rapport à l'autre, et je vais les alimenter avec un système diphasé, c'est-à-dire avec deux courants déphasés de pi sur 2. Donc, je calcule la FMM créée par la première phase et la FMM créée par la deuxième phase. Donc, la première phase, c'est n cos θ fois I max cosinus oméga t, et la deuxième, c'est n cos θ moins pi sur 2, puisque j'ai dit que les phases sont déphasées spatialement de pi sur 2, et temporellement, les courants sont déphasés de pi sur 2. Donc, on voit ici donc, la même chose. Donc, cosinus, je le divise en cosinus somme plus cosinus différence, ici. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Et on constate que vous avez donc la première phase F1, donc la F1 totale créée par la phase 1, donc vous créez deux champs tournants, donc F11 et F12 en bleu. Et vous avez la deuxième phase F2, vous créez deux champs tournants, F21, qui est opposé à F11, puisqu'il savait, regardez, c'est cos θ plus oméga t moins pi, c'est-à-dire elle est multipliée par moins 1. Donc elle est en opposition de phase par rapport à F11. Et cos θ moins oméga t, c'est-à-dire un champ tournant, une deuxième FMM qui est égale à F11, à F12, pardon. Donc ça, j'appelle ça 1. Et ça, c'est F12. Et j'appelle ça F21. Et ça, F2, 2. Donc, on voit que F11 et F21 sont en opposition de phase. D'accord? On va dans ce schéma-là. Donc, vous voyez que j'ai mis ici moins pi. D'accord? OK? Donc, et F12 et F22, donc ils sont identiques. Voilà. Donc, quand je fais la résultante, donc la résultante, c'est-à-dire la FMM totale, c'est-à-dire F1 plus F12, vous voyez que
f de 1 va annuler f11. Oui, donc elle va annuler f11. Donc ça veut dire que f11 plus f de 1 c'est égal à 0. Et f de 2 va renforcer f12. Donc vous allez avoir à la fin, d'accord? Donc vous allez avoir à la fin donc un champ tournant qui tourne à moins oméga ici. Donc, je pris cet exemple, donc à moins oméga. Donc vous voyez que pour avoir un champ tournant dans la machine, comme dans triphasé, il faut deux bobines spatialement déphasées de pi sur 2, alimentées par des courants déphasés dans le temps de pi sur 2. En fait, c'est un théorème, hein, le théorème du champ tournant. Théorème, on appelle ça le théorème de Ferraris. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Ferraris, qui va généraliser cette histoire de champ tournant. Pour créer un champ tournant, il faut, si vous avez M phases, donc oui, je vais généraliser à M. Vous avez M phases spatialement déphasées de 2π sur M. Si elles sont alimentées par des courants, par un système de courants déphasés dans le temps, donc M phase spatialement déphasée de 2π sur M, et alimentées par un système de courant M phase déphasé de 2π sur M dans le temps, donc vous allez avoir un champ tournant. Donc la même chose ici, donc M égale 2. Voilà. Bon, alors maintenant, on n'a pas... donc ça, c'est pour avoir un parfait champ tournant, comme dans le triphasé. Mais tout à l'heure, on a vu qu'ici, on n'a pas besoin d'avoir un système parfaitement diphasé, c'est-à-dire un champ tournant parfait. Tout ce qu'on veut, c'est au démarrage, c'est tout. Au démarrage, trouver un moyen pour favoriser un champ par rapport à l'autre, c'est-à-dire pour créer un déséquilibre entre les deux, puisque les deux champs tournants s'annulent au départ. Mais une fois que la machine démarre, vous allez avoir un champ qui va l'emporter sur l'autre. D'accord? Donc, vous voyez que l'idée, donc on part de cette idée-là. Mais là, on n'est pas obligé de créer un système biphasé, parfait. Donc, comment on fait? Donc, l'idée, c'est quoi? On a compris que l'idée, c'est quoi? C'est essayer de, au démarrage, de favoriser, par exemple, ce champ par rapport à celui-là. D'accord? Alors, l'idéal, c'est de créer un champ complètement opposé à celui-là et renforcer celui-là dans le même sens. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est possible qu'en mettant un système diphasé, c'est-à-dire deux phases symétriques, identiques, symétriques, déphasées spatialement de pi sur 2 et alimentées avec des courants parfaitement déphasés de pi sur 2. Donc là, on est tranquille, on a une machine parfaite, comme la machine triphasée, en fait, qui va tourner avec un champ tournant, toujours un seul champ tournant. Mais là, pour réaliser, donc ça va, la réalisation va coûter plus cher. C'est-à-dire que vous allez devoir bobiner deux phases avec identiques, symétriques. Il faut réaliser une alimentation diphasée, parfaitement diphasée, ce qui n'est pas évident en monophasé. Donc pour passer du monophasé au diphasé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident de créer un système à partir du réseau monophasé de 120 volts. Ce n'est pas évident d'avoir une alimentation qui va vous créer un courant déphasé de pi sur 2. D'accord? Ce n'est compliqué. Donc, alors que les moteurs monophasés sont utilisés dans des applications électrodomestiques où le coût est très important. Donc, le coût d'utilisation, le coût de fabrication, le coût d'utilisation est très important. Donc, créer une alimentation diphasée à partir d'une alimentation triphasée, ça va coûter beaucoup d'argent, compliqué, etc. Donc, alors qu'on n'en a pas besoin. L'idée est toute simple, il suffit de créer ce déséquilibre entre les deux phases uniquement au démarrage. Mais on va s'inspirer de cette idée-là. Alors comment? L'idée de base, c'est de créer, d'alimenter. Alors, c'est de créer, bien sûr, une bobine principale. Donc ici, M, j'ai mis M principal, c'est pour main. Et une bobine auxiliaire, donc A pour auxiliaire. Donc ici en anglais, c'est
auxiliary. OK? Donc, 1. Donc, donc, je ne suis pas obligé d'avoir 2 bobines symétriques. On va expliquer après. Donc, une bobine principale. D'accord? Donc, avec ici une bobine, donc c'est l'équivalent d'une résistance. Elle a une résistance et une inductance, une réactance. D'accord? Donc, ici, l'alimentation, elle est monophasée. Donc, les deux sont branchés comme ça. Et vous avez une bobine auxiliaire. Et la bobine auxiliaire, je vais mettre ici une impédance Z. On va voir qu'est-ce que ça sera cette impédance Z. On va voir, est-ce qu'on va mettre un condensateur, une résistance, une inductance. Donc, on va faire au choix. On va voir quel est le mieux. Donc, je vais mettre une bobine principale, hein, comme on a vu tout à l'heure, et ici, une bobine auxiliaire. Alors, bien sûr, la bobine auxiliaire, au stator, elle est spatialement déphasée de pi/2 par rapport à la bobine auxiliaire. C'est cette bobine auxiliaire, mais elle n'a pas le même nombre de spires, donc c'est une bobine auxiliaire qui n'est pas symétrique. Donc, c'est une petite bobine auxiliaire. Donc, le courant qui va passer le courant absorbé dans la bobine auxiliaire, c'est IA, et le courant absorbé par la bobine principale, c'est IM. Et donc, on va faire le même raisonnement. D'accord? Donc, le même raisonnement. Donc, la bobine principale, donc, on suppose que dans la bobine principale, si je suppose dans la bobine, j'ai un courant de la forme Imax cos oméga t, et dans la bobine auxiliaire, donc, j'ai un courant qui est déphasé par rapport à la bobine auxiliaire d'un angle quelconque, alpha. Je pose pour le moment égal à alpha. Donc, on voit que vous avez, et le courant statorique, donc c'est IS, c'est IM plus IA. C'est le courant principal, mais plus courant auxiliaire. IM plus IA. Donc, le courant dans la phase principale, donc voilà, donc je l'ai pris I max cos oméga t, c'est-à-dire je l'ai pris lui comme référence, d'accord? Et le courant dans la phase auxiliaire, il est comme le courant dans la phase, c'est lui la référence, donc donc le courant dans la phase auxiliaire, il est déphasé d'un angle quelconque alpha. Donc je vais mettre alpha. Donc on va voir que cet angle alpha va dépendre de Z, des réactances, etc. Bon, alors si je calcule maintenant la FMM créée par la bobine principale, donc on fait toujours, c'est NI. Alors N cos θ fois I c'est I max cosinus oméga t, et on subdivise en utilisant la règle de la trigonométrie en 2. Vous voyez que finalement c'est. Donc vous voyez que la bobine principale, maintenant on l'a compris, elle va créer 2 champs tournants. Un cosinus θ plus oméga t dans un sens, et cos θ moins oméga t dans l'autre sens. Donc ça c'est ce que j'appelle FM1. Donc c'est la FMM. Donc c'est l'équivalent du champ tournant. Donc c'est le champ tournant 1 créé par la bobine principale qui tourne à plus oméga, et ça c'est FM2 créé par la même bobine principale dans le sens moins oméga. Donc elle est représentée ici, donc FM1 et FM2, donc plus oméga, moins oméga. Et ça c'est l'axe de référence dans la machine à θ égale 0. D'accord? Maintenant, la phase auxiliaire, la même chose, je fais le même principe. Donc, c'est N, A, IA, cosinus, θ moins pi/2, puisque c'est θ moins pi/2, puisqu'elle est déphasée de pi/2 spatialement. Mais dans le temporel, c'est alpha quelconque. Voilà, je n'ai pas dit que c'était pi/2. Donc, là, j'obtiens une FMM, donc FA1, et une FMM, FA2. Voilà. Donc, on voit que FA1, elle est là. Alors, comment je trouve sa position? Alors, je vais faire, c'est comme ça, regardez, je pars de θ, plus oméga t, donc θ, plus oméga t, donc je tombe sur FM2, moins pi/2. Donc, pour trouver FA1, d'accord? Donc, c'est θ plus oméga t, c'est là. Moins pi/2, je suis là, pi/2. Donc, voilà, ça, c'est pi/2 par rapport à ça. Donc, regardez, je reprends. Je vais là, θ plus oméga t, voilà, plus oméga t, donc plus oméga t,
moins pi sur 2, donc θ plus oméga t moins pi sur 2, moins alpha. Voilà, moins alpha. Donc cet angle, là, je l'ai appelé alpha. Donc je vais moins alpha. Alors, les moins, c'est dans ce sens. Les angles négatifs, c'est dans ce sens. Et les angles positifs, c'est dans ce sens. Donc je vais faire, regarde, θ plus oméga t, moins pi sur 2, moins alpha. Donc j'ai placé FA1. Voilà, FA1 avec une amplitude différente, bien sûr. D'accord? Donc vous voyez que FA1, il est là. Alors, FA1 va se superposer avec FM2, ça va me donner, en résultante normalement, la FMM résultante, FT, c'est FM plus FA. FM plus FA. Alors, je vais prendre FM, on a dit que FM, c'est constitué de deux parties. Donc, je vais prendre FM, donc une partie de FM, donc c'est FM1, plus la partie de FA, FA1, plus FM2, plus FA2. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle FT1. Et ça, c'est ce que j'appelle FT2, M total 2. Donc, vous voyez que la FMM totale, elle est constituée de FT1, qui est la composition de FM1 et FA1, et plus, bien sûr, FT2, qui est la composition de FM2 et FA2. Donc, vous voyez que si je fais FA1 plus FM1, je trouve FT2. Et là, je vois que le module de FT1, donc, il est là. Voilà. Donc, vous voyez que FA1, il est fait en sorte à réduire le module de FM2, FMA. Ils sont quasiment en opposition de phase. Si je prends un alpha. Alors, l'idéal, c'est alpha égale pi sur 2, comme on a vu tout à l'heure. Si alpha égale pi sur 2, donc FA1, il est quasi directement en opposition de phase avec FMA. La même chose, FA2. Voilà, FA2, on a dit θ moins oméga t. Donc, c'est θ moins oméga t, on est là. Moins pi sur 2, on est là. Plus alpha. Donc, plus alpha, c'est là. D'accord? Voilà. Donc, voilà FA2. Donc, FA2 plus FM2, on voit qu'ils se renforcent. Donc, FA2, quand on la rajoute à FM2, elle va renforcer ce champ tournant. Donc, vous allez avoir un gros champ tournant dans le sens moins oméga et un faible champ tournant dans le sens plus oméga. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, à t égale 0, quand vous mettez sous tension, vous allez avoir un gros champ tournant qui va tourner dans le sens négatif et un faible champ tournant qui va tourner dans le sens positif, plus oméga. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tourner, elle va être, donc, finalement, le couple de démarrage dû au gros champ tournant va l'emporter par rapport au couple de démarrage dû au petit champ tournant. Donc, j'ai créé un déséquilibre à l'instant t égale 0 au démarrage entre les deux champs tournants, ce qui fait que la machine va pouvoir démarrer. Donc, je peux la lancer. Donc, une fois que la machine démarre, elle va être accrochée à FM2. Et je n'ai plus après besoin de garder cette phase auxiliaire alimentée. Je peux la débrancher après, on verra par la suite. Je peux la débrancher, pourquoi? Parce que ça y est, j'ai accroché la machine sur FM2 et FM1 ne va plus m'être utile. D'accord? Donc, on va voir. Bon, voilà, c'est pas la peine, tout ça. Voilà. Donc, Z. Donc, ici, cette impédance Z, j'ai besoin d'une impédance en série Z pour me créer ce fameux déphasage alpha. Qui est alpha le plus proche possible de pi sur 2. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit j'utilise un condensateur ou une résistance. Condensateur, alors j'ai deux possibilités. Ouais, donc ici, je peux placer ici Z, c'est un condensateur. Son rôle, c'est de me créer ce fameux déphasage alpha pour ramener FA1 ici, le plus proche possible de FM1, en opposition de phase, de telle manière à pouvoir réduire
l'effet de FM1 et amplifier l'effet de FM2 au démarrage. Voilà le principe. Donc, d'accord? Donc, cette bobine auxiliaire, avec une impédance en parallèle, en série, donc son but, c'est, au démarrage, favoriser un champ par rapport à l'autre. En faisant quoi? En réduisant un champ, donc l'amplitude de ce champ tournant, et en amplifiant l'amplitude de ce champ tournant, en renforçant l'amplitude de ce champ tournant dans l'autre sens. Alors, Z, j'ai le choix, soit je mets une impédance, un condensateur. Donc, dans le condensateur, alors, j'ai deux possibilités. On va voir, soit je mets un condensateur ici et j'utilise cette bobine, je l'utilise uniquement pour le démarrage et après je la débranche. Alors, comment débrancher? Alors, il y a un moyen, il suffit de mettre un interrupteur ici, un interrupteur qui fonctionne avec la force centrifuge. Donc, l'interrupteur, au démarrage, il est fermé, d'accord? Il est fermé. Dès que la machine tourne, par l'effet de la force centrifuge, donc il y a un mécanisme qui va ouvrir cet interrupteur. Donc, la bobine auxiliaire n'est plus alimentée. Donc, j'en ai plus besoin parce que je l'ai utilisé uniquement au démarrage. Donc, condensateur pour le démarrage et déconnexion par contact centrifuge. Donc, dans ce cas, on appelle le moteur asynchrone monophasé. Ce type de moteur, on l'appelle moteur à condensateur de démarrage. Comme je peux laisser le condensateur de manière permanente, je garde le condensateur de manière permanente. Pourquoi? Pour améliorer le facteur de puissance. Alors, on va voir pourquoi. Facteur de puissance, c'est-à-dire que le déphasage, pour garder un déphasage entre la tension Vs et Is, le déphasage du courant par rapport à la tension d'alimentation Vs, le plus proche possible de l'unité. C'est-à-dire le cosinus phi doit être le plus proche possible de l'unité. Donc, ce condensateur va aider à cela. D'accord? Comme je peux aussi mettre, pour créer ce déphasage alpha, je peux mettre une grosse résistance ici. Si je mets une grosse résistance, je vais l'appeler moteur à phase auxiliaire. Mais ce qu'il faut la déconnecter après démarrage parce que si vous laissez cette grande résistance, vous allez consommer de la puissance, vous allez avoir des pertes par effet Joule importantes pour rien, puisque la machine, elle peut tourner sans cette phase auxiliaire. Donc, on voit qu'on a deux types d'artifices. Enfin, l'idée, elle est la même. Enfin, l'idée de base, c'est la même, c'est d'avoir une phase auxiliaire avec soit un condensateur, soit une résistance. Donc, avec condensateur, j'ai le choix condensateur pour le démarrage uniquement et déconnexion après démarrage, ou bien condensateur permanent pour améliorer le facteur de puissance. Voilà. Donc, est-ce que vous avez compris? Donc là, je pense on va arrêter jusque-là pour 14h30, 33. On continuera donc la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà. Et je vous